reste de l'actualité au Mozambique, la commission électorale a déclaré ce mercredi que les résultats complets des élections générales seront annoncés le 30 octobre prochain. La peine de mort avec exécution effective a été requise ce mercredi contre les 3 Marocains radicalisés qui ont avoué avoir décapité 2 touristes scandinaves. Et puis la MONUSCO a indiqué ce mercredi avoir renforcé la présence des casques bleus dans la région de Minamoué, théâtre des violences intercommunautaires depuis plusieurs semaines dans l'est de la RDC. Voilà pour le sommaire. À toutes et à tous, bienvenue. Le Botswana attendait ce jeudi les premiers résultats des élections générales très disputées de la veille. Jusque-là loué pour ses pratiques démocratiques et sa stabilité exemplaire, ce vaste pays d'Afrique australe, riche en diamants et en éléphants sauvages, est agité par une guerre fratricide entre son actuel chef de l'État et son prédécesseur. Les bureaux de vote ont fermé ce mercredi soir au Botswana à l'occasion des élections générales, présentées comme les plus disputées de son histoire, qui pourraient mettre fin au règne sans partage du parti au pouvoir depuis l'indépendance il y a plus d'un demi-siècle. Le dépouillement a aussitôt débuté pour les premiers résultats qui pourraient, selon la commission électorale, tomber dès ce jeudi. Comme le veut la Constitution, l'Ankama a cédé il y a 18 mois les rênes du pays à son vice-président Mogweti Masisi. Mais depuis, le torchon brûle entre les deux hommes. Président du pays de 2008 à 2018, Yann Kama accuse son successeur Mogweti Masisi de dérive autoritaire. Déterminé à lui faire mordre la poussière, il a claqué la porte du Parti démocratique du Botswana qui dirige le pays depuis 1966 et appelé à voter pour l'opposition. Plus de 930 000 électeurs inscrits étaient donc appelés ce mercredi à trancher ce combat des chefs inédits. Malgré la menace exercée par son prédécesseur, Mogweti Masisi s'est redit mercredi sûr de remporter haut la main. Outre le Parti démocratique du Botswana et le principal parti d'opposition, la coalition pour un changement démocratique, 2 autres partis ont présenté des candidats pour les 57 sièges du Parlement. Le parti qui disposera du plus d'élus choisira le chef de l'État. Pendant ce temps, au Mozambique, les résultats des élections générales du 15 octobre dernier seront rendus publics le 30 de ce mois-ci, ainsi que l'exige la loi. C'est ce qu'a déclaré un porte-parole de la commission électorale, Paulo Quinica. Les résultats complets des élections générales mozambicaines, déjà visées par de multiples accusations de fraude et d'irrégularité, seront annoncés le 30 octobre prochain. Les Mozambicains se sont rendus aux urnes le 15 octobre pour élire leur président, leurs députés et leur assemblée provinciale dans un climat de tension après une campagne électorale marquée par de nombreuses violences. La société civile mozambicaine et les principales missions internationales d'observateurs ont dénoncé de nombreuses irrégularités dans le processus électoral. Le principal parti d'opposition, la Renamo, a lui accusé le régime de méga-fraude et rejeté d'ores et déjà tout résultat officiel. Ces derniers jours, la commission électorale a publié sur son site internet des résultats partiels qui donnent une avance aussi large qu'inattendue au président sortant Filipe et au parti au pouvoir depuis 1975, le Frelimo. Membre d'une des 2 coalitions d'observateurs de la société civile mozambicaine, l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique a publié de son côté ce mardi une estimation réalisée sur près de 2500 bureaux de vote auxquels l'ONG a eu accès, soit 12% du total. Et selon ses calculs, Nyusi, qui avait été élu en 2014 avec 58% des suffrages, serait cette fois-ci réélu avec 70,9% des voix, loin devant son rival de la Renamo, Osufo Momad, avec 21,4%. Le Frelimo décrochait 2 tiers, soit 179 des 250 sièges du Parlement, contre 62 à la Renamo et 8 au mouvement démocratique du Mozambique, selon l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique. La Renamo espérait avant le scrutin prendre le contrôle de plusieurs des provinces du pays. Mais selon les ONG, elle pourrait finalement ne l'emporter dans aucune d'entre elles.
Scandinave décapité en décembre 2018 au Maroc, le parquet a demandé ce mercredi l'exécution des meurtriers. Un total de 24 prévenus sont jugés depuis fin août par la cour d'appel de Salé près de Rabat pour leur implication directe ou indirecte dans cet acte que l'État islamique n'a jamais revendiqué. La peine de mort avec exécution effective a été requise ce mercredi contre les 3 Marocains radicalisés qui ont avoué avoir décapité Louisa Vesterhager, Jesperson et son amie Maren Euland en décembre 2018 au nom du groupe État islamique. Les 3 hommes avaient été condamnés en première instance le 18 juillet à la peine capitale qui reste théorique au Maroc, du fait d'un moratoire en vigueur depuis 1993. Le procureur a également requis la peine de mort pour un 4e homme qui avait pris part à l'équipée dans le Haut Atlas, mais avait quitté le trio avant la tuerie. Condamné à la perpétuité en première instance, cet accusé a plusieurs fois démenti toute responsabilité dans la décapitation commise après son départ, tout en appelant la justice à mener de nouvelles expertises médicales sur leur santé mentale. Les avocats de la défense ont pour leur part demandé l'annulation de la peine de mort des principaux accusés. Le défenseur du 4e accusé a souligné que son client ne pouvait être condamné à mort pour un crime auquel il n'avait pas participé. Les plaidoiries de la défense se poursuivront mercredi prochain avant que la cour d'appel ne rende son jugement. Pour les 20 autres prévenus, le procureur a demandé la confirmation des peines de 5 à 20 ans de prison, sanctionnant la constitution de bandes en vue de commettre des actes terroristes. Il a notamment souligné le rôle actif du seul étranger du groupe, Kevin Zoller-Gervos, un hispano-suisse de 25 ans converti à l'islam et installé au Maroc, qui avait pris 20 ans de prison en juillet dernier. La famille de Maren qui s'est constituée partie civile a demandé de relever les indemnisations de 2 à 5 millions de dirhams, soit 200 000 à 500 000 euros en précisant que cette somme serait investie dans une fondation de lutte contre les idées extrémistes. L'avocat des parents de Louisa a pour sa part réitéré leur demande d'indemnité de 10 millions de dirhams, soit 1 million d'euros qui avait été rejeté en première instance, en appelant l'État marocain à engager sa responsabilité au nom de la solidarité sociale, car aucun des accusés n'a les moyens de payer. Mes clients confirment qu'ils ne veulent aucun gain ou bénéfice matériel de cette compensation et au cas où ils toucheraient cette compensation, elle aidera au financement d'une institution qu'ils nommeront Maren Euland et qui aura comme objectif la contribution au moins d'une manière symbolique à la lutte contre tous les types d'extrémisme, de terrorisme et de la haine. J'ai remarqué un point important, c'est que le procureur général a demandé la peine de mort avec exécution. C'est une preuve, je pense, de la volonté de l'État marocain d'une manière générale et de la politique pénale où des responsables de cette politique vont dans le sens de la peine de mort et aussi peut-être de son exécution. Le groupe Total est assigné en justice par 6 ONG dans la gestion d'un projet pétrolier en Ouganda. Les plaignantes dénoncent ses impacts sur les habitants et la biodiversité. Il s'agit, selon les 6 ONG ayant signé la plainte contre le groupe pétrolier Total, de la première action en justice basée sur la loi relative au devoir de vigilance des multinationales. 2 ONG françaises et 4 ougandaises ont assigné l'entreprise en procédure d'urgence devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Une audience a été fixée au 8 janvier. Opérateur du projet Tilanga en Ouganda, aux côtés des compagnies chinoises et britanniques Senuk et Tullow, Total prévoit de forer 419 puits, pour la plupart situés dans un parc naturel. L'objectif est d'atteindre une production d'environ 200 000 barils par jour. Les impacts désastreux du projet de Total se font déjà cruellement sentir sur les milliers de personnes dont les terrains et maisons sont accaparés pour la biodiversité exceptionnelle de cette région d'Ouganda. Le projet concerné par cette procédure vise à exploiter les réserves ougandaises du bassin de lac Albert, découvertes en 2006 et évaluées à plus de 1,5 milliard de barils. On a enquêté sur le terrain avec nos partenaires
rwandais, on a pu documenter le fait qu'il y a déjà des violations aux droits humains qui ont lieu, avec l'expulsion de communautés sans leur donner une compensation préalable et juste. Et surtout, ce qu'on veut prévenir, c'est que ces violations continuent, parce que le projet ne fait que commencer. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui pourraient être touchées, notamment par la construction de cet oléoduc géant qui va aller jusqu'en Tanzanie. Total va arriver avec son armée d'avocats, on en a 3, donc il va falloir faire le point. On appelle les citoyens à nous soutenir. Il y a déjà 10 000 personnes qui ont signé sur le site totalautribunal.org pour soutenir cette action en justice. Et on espère que malgré toute cette armée d'avocats, la justice saura lire cette nouvelle loi. C'est un vrai enjeu parce que les juges n'ont jamais utilisé cette loi, donc il va falloir voir comment elle sera interprétée. La décision d'investissement finale devrait être prise d'ici à fin 2019, mais l'annulation d'une transaction pourrait repousser cette échéance. On passe cette fois-ci à la revue de presse Afrique. Bonjour à chacun et à tous. La revue de presse Afrique du jour s'ouvre au Cameroun où la presse signale l'absence du président Paul Biya du Forum Russie-Afrique qui s'est ouvert à Sochi. Le messager de titré « Voyage de Biya à Sochi, comment la France a manœuvré ». Info Matin croit plutôt savoir et affiche en manchette « Ingérence, Le Drian organise un grand dialogue national bis ». Le Tri-Hebdo le soir sur un tout autre sujet, litige foncier après Sangmelima, un nouveau soulèvement tribal en gestation à Nkwenda. Au Togo, le chef de l'État Faure Gnassingbé est bien du côté de Sochi. Togo Matin renseigne à sa une, sommet Russie-Afrique, le Togo va nouer des partenariats avec le secteur privé russe. Et puis, plan national de développement, le Premier ministre Klassou s'assure que ses collaborateurs se le sont appropriés. Liberté sur une autre actualité présidentielle de 2020, la sourde oreille et la fuite en avant du pouvoir. Le quart exaspéré menace de se retirer de la CENI. Et puis, analyse scientifique du PND, Nathaniel Olympio ne voit pas Faure Gnassingbé faire de miracles après 15 ans d'échec. En Côte d'Ivoire, le Patriote relaie en manchette une interview. Pierre Biti Kokora, cadre du RHDP, Bédié sera un adversaire facile à battre. La vigueur du RHDP fera la différence. Le nouveau réveil relaie de son côté d'autres propos. Après son retour aux côtés de Bédié, Kwadjo Konombertin Kakabe, le PDCI RDA est un vaste océan intarissable. Ce que j'ai dit au président Bédié quand je suis allé le voir. Le sursaut s'intéresse à l'ex-président de l'Assemblée nationale, malgré les propos des uns et des autres. Pourquoi Guillaume Soro fait peur? Ses affinités avec des personnalités politiques et militaires. Au Burkina Faso, à présent, Sidoya parle entrepreneuriat agricole, ces jeunes diplômés devenus agro-businessmen. Le quotidien numérique, crise dans le secteur de la santé au Burkina Faso vers un durcissement du ton des partenaires sociaux. L'Express du Faso à présent, Alassane Bala-Sakandé, PAN, travailler pour cette ville de Bobo qui vous a tout donné. Les propos du président de l'Assemblée nationale aux conseillers municipaux dans le cadre de son séjour à Bobo-Dioulasso. Le quotidien pour finir, sécurité routière, Miss Burkina sensibilise les élèves de Ouaga. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. L'information continue sur Sika TV.